Demain, c'est coquillage. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce podcast qui part à la rencontre de celles et ceux qui, toute l'année, proposent de nous régaler avec les coquillages. Vous n'allez pas en revenir tellement vous allez apprendre de choses sur leurs bienfaits et leur culture. Attention, nous sommes bien loin d'un cours de SVT ou de biologie. Ici, nous sommes curieux et surtout gourmands. Et vous savez, parfois, lorsque l'on connaît mal un domaine ou une activité, on peut passer à côté des meilleures choses. Alors pour ne surtout pas risquer de passer à côté de délices et d'émerveillements gustatifs, nous vous proposons d'embarquer avec nous dans ce merveilleux périple au goût iodé. 4 épisodes de podcast qui, croyez-moi, en plus de vous faire saliver, vont vous faire voyager aux 4 coins de la France à la rencontre de passionnés pour comprendre la culture du coquillage. D'où ils viennent, qui les élève, qui sont ces agriculteurs de la mer et bien sûr comment bien se régaler, quels sont leurs conseils pour les choisir, les préparer et les conserver. Vous serez aussi surpris de découvrir tout ce qu'ils nous apportent. D'ailleurs, peut-être que comme moi, vous ne les verrez plus du tout comme avant. Allez, c'est parti! Alors, vous l'avez un peu deviné, avec les coquillages, non seulement nous nous régalons, mais en plus, la conchiliculture est par essence une des seules activités de production 100% naturelle. Prendre soin de son environnement et de nos écosystèmes, tout en œuvrant pour que nous puissions avoir la chance de déguster ces délices, c'est tout ce que la filière de la conchiliculture se mobilise à faire avec passion. Dans ce deuxième épisode de Demain, c'est coquillages, nous partons à l'île de Ré, à la rencontre d'un producteur passionné. Benjamin élève des huîtres bio en marais et nous allons découvrir que c'est une technique tout à fait inédite de culture des coquillages qui se fait du coup dans un espace qui est non pas ouvert comme des étangs ou le bord des littoraux, mais dans un marais, donc un espace clos. Et il s'agit d'une production aquacole qui est complètement novatrice et qui séduit aujourd'hui de nombreux acteurs de la filière et notamment les jeunes. Bonjour Benjamin. Bonjour. Alors merci de nous accueillir à la ferme des baleines. Est-ce que tu crois qu'on va en voir surgir une à quelques... Non, peut-être derrière. C'est très peu probable qu'on voit des baleines. On peut rêver. Oui, on peut rêver. Alors est-ce que tu peux nous dire un petit peu de manière simple qu'est-ce qui diffère ta ferme des autres exploitations qui sont dédiées à la culture des coquillages ? Alors, on a une ferme qui va avoir 2 caractéristiques. La première, c'est qu'on va faire notre élevage d'huîtres 100% en marais, c'est-à-dire qu'on fait toutes les étapes, la nurserie, le pré-grossissement, le demi-élevage, l'élevage et l'affinage dans les marais, ce qui est assez unique à ma connaissance. Parce que d'habitude, c'est que la fin D'habitude, il y a essentiellement l'affinage qui se fait en marais, avec notamment les fines de clair, les spéciales de clair, les pousses en clair qui sont faites dans des clairs ostréicoles, qui sont des marais. Et donc, c'est une partie qu'on appelle l'affinage. Mais en général, les parties de croissance des huîtres, l'élevage, le pré-grossissement se fait plutôt en pleine mer, dans des parcs à huîtres. Ou en filière, en pleine mer, encore plus. Ok. Et donc du coup, vous, tout est dans ces grands marais. Et il y en a combien là aujourd'hui ici sur cette ferme ? On a une 40aine d'hectares. Tout n'est pas dédié aux huîtres, mais on a une grande réserve d'eau qui fait 12 hectares déjà, qui nous permet de purifier l'eau en quelque sorte et qui nous sert d'usine à plancton pour faire ça. Purifier, c'est... Eh bien en fait, l'eau rentre et l'eau va être assainie, purifiée par les rayons du soleil, qui est les ultraviolets, qui vont avoir une action sur d'éventuelles bactéries ou d'éventuels virus qui sont présents dans l'eau potentiellement. D'accord. Parce que donc ton système est un système où l'eau va circuler dans tes marais successivement. Alors, les uns après les autres. On va à marée haute stocker de l'eau dans une grande réserve d'eau qui fait donc une 12aine d'hectares, et cette eau qui est stockée va ensuite être envoyée sur les différents marais où on a nos huîtres. Une partie sur la nurserie où on a les bébés huîtres qui font de 2 mm jusqu'à 14-15 mm. Okay. Et puis après sur les clairs ostréicoles où on fait les autres étapes de l'élevage et de l'affinage. D'accord. Donc en fait là, ce fonctionnement-là est inédit à notre connaissance. Et alors moi j'ai regardé aussi un petit peu, j'ai pas l'impression que tu aies beaucoup d'autres personnes qui élèvent leur coquillage et notamment leurs huîtres de cette manière-là. Est-ce que tu peux nous rappeler aussi le rôle du coup dans ton système en particulier d'assainisseur un petit peu que sont les coquillages ? Alors, les huîtres sont des filtreurs qui vont filtrer plusieurs litres d'eau toutes les heures, et donc en filtrant cette eau, elles contribuent à la purifier. Mais c'est le cas également pour les palourdes, pour les moules et pour tous les autres coquillages filtreurs, quoi. D'accord, ok. Et alors du coup, donc toi là dans les marais, il y a pas, elles sont pas, il y a pas de vagues. Comment est-ce que finalement ça impacte aussi la croissance des coquillages et des huîtres ? Alors en mer,
C'est l'alternance des marées, ça va être l'action des vagues qui va faire une belle coquille, qui va donner une bonne forme aux huîtres. Nous ici, effectivement, on n'a pas ça du tout. Et donc, on va reproduire l'action de la mer. On va brasser nos huîtres très régulièrement pour leur permettre d'être ce qu'on appelle assez coffré. Quand une huître est coffrée, c'est-à-dire qu'elle est assez ronde, et plus une huître est coffrée, plus il y a de la place pour qu'il y ait beaucoup de chair à l'intérieur. Ok. Alors, est-ce que tout ça a un impact sur le goût des coquillages des huîtres ou... On imagine que oui, la partie affinage en marée, on va avoir des diversités de plancton qui vont être plus importantes et on va avoir une quantité de plancton également plus importante. Et ça va nous apporter une richesse en termes de goût et ça va diversifier les goûts. Les huîtres en mer sont souvent plus iodées. Celles qui sont affinées en marée vont avoir des goûts un peu plus sucrés, avoir plus de longueur en bouche. Disons que la partie goût de mer va diminuer et on va plus ressentir peut-être le terroir, quoi. Ouais, donc un peu moins iodé pour les personnes, tu vois, parce que parfois il y a des gens qui aiment pas trop le goût trop iodé des huîtres. Tout à fait. Du coup, on peut peut-être la recommander de tester. Exactement, ils peuvent tester nos huîtres et globalement toutes les huîtres affinées en marais qui vont être des huîtres plus douces que les huîtres de pleine mer. Et vous faites aussi des huîtres plates ? On fait un petit peu d'huîtres plates qui ont... Qu'est-ce que c'est en fait la différence? Alors c'est pas la même espèce. L'huître plate, c'est l'huître qui était native des côtes françaises et donc qui a progressivement disparu. Alors je suis pas un historien de l'huître globalement, mais bon, il y a eu des graves problèmes de mortalité. L'huître plate a été remplacée par l'huître portugaise qui a elle-même eu des gros problèmes de mortalité. Et aujourd'hui, l'huître qui est majoritairement consommée en France, c'est l'huître dite japonaise qui est arrivée en France à partir des années 70 et qui représente aujourd'hui l'essentiel de la production en France, quoi. D'accord. Donc on fait surtout de l'huître japonaise comme la plupart des producteurs d'huîtres en France, mais on fait un petit peu d'huître plate. On n'en fait pas beaucoup parce qu'elle grandit beaucoup moins vite et il faut qu'elle soit beaucoup plus grosse pour qu'il y ait quelque chose à manger à l'intérieur. Donc en termes de temps de travail et de temps d'exploitation, c'est un peu plus compliqué que l'huître japonaise à produire. Ok. Et alors là, aujourd'hui, donc on enregistre cet épisode, on est mi-avril. On en est à quel moment du cycle des huîtres? Elles vont bientôt devenir laiteuses, c'est-à-dire qu'elles vont bientôt rentrer dans leur phase de reproduction. Elles vont rester laiteuses après en mai, juin et quelque part entre juillet et août. Et à partir de juillet et août, on dit qu'elles délaitent, c'est-à-dire qu'elles vont éjecter leurs gamètes dans le milieu marin pour se reproduire. Et après ce moment-là, elles vont être assez maigres, il n'y aura pas grand-chose à manger à l'intérieur. Et puis elles vont progressivement refaire des réserves de gras, pour faire simple, en prévision de la reproduction qui aura lieu l'année d'après. Et nous, en fait, ce qui leur donne un petit goût particulier, c'est justement ce gras qu'elles vont accumuler à partir du mois de septembre et jusqu'à l'année prochaine, au moment où elles vont à nouveau se reproduire. Donc en avril, à ce moment-là. Okay. Voilà, exactement. Et alors, je crois qu'ici, à la Ferme des Baleines, vous avez une... En fait, c'est vraiment une ferme qui est très ouverte. Vous organisez beaucoup de visites pédagogiques. Vous recevez des enfants, des scolaires, enfin tout un tas de groupes de personnes parce que comme c'est un peu inédit, c'est aussi l'occasion de pouvoir l'expliquer. Est-ce que toi, tu sens que ça suscite des envies? Comment c'est accueilli aussi par les jeunes qui peut-être découvrent tout ça? Alors, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais on fait aussi plusieurs activités. On ne fait pas que des huîtres, on fait aussi beaucoup de végétaux. Donc, on a une activité qui est très variée. Et le fait est que du coup, ça plaît énormément aux jeunes parce qu'on a pas mal de choses à leur dire, quoi, sur le milieu marin, sur l'écosystème en général. Donc, on a pas mal de visites de scolaires, des petits, des primaires, mais des collégiens aussi, des lycéens, des BTS aquacole, des licences pro aquaculture. Enfin, voilà, on reçoit un petit peu tous les âges et globalement, ils sont assez sensibles à ce qu'on fait parce que ce qu'on leur propose en termes on va dire, de vision de l'environnement convient pas mal à ce qui est attendu par les jeunes générations aujourd'hui, quoi. Bah ouais, tout à fait, parce que là, c'est vraiment une vision en système aussi que vous proposez avec cette polyculture, en fait. Exactement, ouais, c'est tout à fait ça. Est-ce que tu as quelques tips un peu à partager avec nous sur le recyclage en fait des coquilles alors des coquillages, mais notamment des coquilles d'huîtres? Alors, nous, il faut savoir qu'on n'a pas une grosse consommation d'huîtres ici parce qu'on vend nos huîtres et donc finalement, les gens on n'a pas un stock de coquilles énorme. Elles partent avec nos clients finalement, les coquilles d'huîtres. Mais globalement, il se fait un certain nombre de choses. Il y a une société sur La Rochelle là, qui recycle les coquilles d'huîtres. Alors d'abord pour faire un aliment pour les poules, qui les recycle aussi pour faire une base de peinture blanche qui est utilisée notamment sur les routes, ce qui est
une base naturelle. On a une société de vêtements de surf aussi sur La Rochelle qui met des coquilles d'huîtres dans ses combinaisons de surf aujourd'hui. Et puis de plus en plus, il y a un certain nombre de boîtes de cosmétiques qui développent notamment des crèmes exfoliantes à base de coquilles d'huîtres pour remplacer les petites billes qui en général dans les crèmes. Je ne suis pas un grand spécialiste en la matière, mais je crois les billes, je crois que ça marche bien. Quoi. Ouais. Et puis les billes souvent étaient en plastique malheureusement. Et puis donc il y a quelques projets qui sont en train de se développer autour de ça et c'est plutôt intéressant. Quoi. Ouais, merci beaucoup Benjamin. Avec plaisir, merci. Dans le prochain épisode, nous irons découvrir les bienfaits du coquillage avec Pascal Choisel, qui est coach de l'équipe de France olympique de triathlon pour les JO 2024. Ce podcast est financé par l'Europe et produit pour le Comité national de la conchiliculture par Hélène Aguilar.